Aujourd'hui, donc dans notre webinaire spécial Saint-Valentin, on a vraiment un grand plaisir d'accueillir Philippe Després, que je vais présenter maintenant. Donc Philippe, il est professeur titulaire au département de physique, de génie physique et d'optique de l'Université Laval et chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Donc ses projets de recherche portent principalement sur l'imagerie médicale, en particulier sur la reconstruction tomographique et les méthodes d'analyse basées sur l'intelligence artificielle. Il s'intéresse aussi à la valorisation des données dans le domaine médical et en particulier aux infrastructures numériques, aux normes et aux bonnes pratiques, donc qui incluent les principes FAIR dont il va nous parler aujourd'hui, donc qui sont tous nécessaires pour l'exploitation responsable de l'information clinique. Donc merci beaucoup Philippe. Et avant de te donner la parole, je veux quand même remercier toutes les personnes qui nous soutiennent dans l'organisation de ce webinaire et dans l'institution qui nous accueille, qui a rendu possible cet événement, qui est le Centre de recherche du CHU. Donc merci beaucoup Philippe d'être parmi nous et de pouvoir donner cette conférence très spéciale aujourd'hui. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Cécile. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je vais partager mon écran. Vous devriez voir apparaître ma présentation. Si ce n'est pas le cas, me faire un petit pouce par en bas, mais tout semble bien aller. Donc, comme Cécile l'a dit, effectivement, Principe Fair, et là, j'ai mis une thématique Saint-Valentin. C'est une présentation que j'ai déjà faite dans le passé, mais comme diraient mes enfants, j'ai mis un skin dessus. Sans plus tarder, on va tomber dans le contexte. En voici un élément de contexte. Dans les dernières années, plus de 2,3 milliards de dollars d'investissements ont été annoncés ou sont disponibles pour la recherche, le développement de technologies ou l'adoption de solutions d'intelligence artificielle. Donc, on va garder ça en tête comme premier élément de contexte, ces grands montants-là. C'était sur le site web du ministère de l'Économie, de l'Innovation, de l'Énergie jusqu'en juillet dernier. Ça n'y est plus, mais webarchive.org vous permet de remonter dans le temps et de retrouver cette information-là. L'autre élément de contexte, c'est la Saint-Valentin. Donc, donner de l'amour aux données, du partage. On va voir ce que ça veut dire concrètement. Je vais essayer de faire une présentation où on va de façon pratique, poser des actions pour que nos données soient plus fair, plus trouvables, plus accessibles, plus interopérables et plus réutilisables. Donc, deuxième élément, j'ai généré cette image-là avec DALL-E, là, la composante génération d'images de ChatGPT. Donc, je lui ai dit, fais-moi un Cupidon impressionniste qui tombe en amour avec les données. Donc, voilà ce que ça donne. C'est intéressant. Je n'ai pas poussé beaucoup trop l'aventure, sachant qu'il y a quand même du charbon qui est brûlé à chaque fois qu'on fait des requêtes, là. Donc, je me suis retenu un peu. Mais vous voyez, l'intelligence artificielle, ça permet de faire des choses grandioses. Et si je retourne à mon élément de contexte tout à l'heure, 2,3 milliards, c'est beaucoup d'argent. Et si on se penche un peu, si on regarde où est allé cet argent-là, beaucoup dans des activités, des infrastructures, des entreprises, des organisations qui sont axées sur la consommation de données en vue de les valoriser par l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est important de le mentionner, de le rappeler. Vraiment beaucoup d'emphase qui a été mis sur l'IA, sur les algorithmes, sur les modèles, etc. Mais on s'est très peu intéressé aux données. Et en fait, on peut se poser quelques questions. Que sont-elles, ces données-là? Sont-elles là quelque part à attendre qu'on les consomme, telle une princesse ou un prince charmant qui attend sa princesse? Sont-elles prêtes à être consommées? Est-ce qu'elles ont consenti à être consommées? Est-ce qu'elles ont reçu autant d'amour que l'IA, d'amour et d'argent? De l'argent, je peux tout de suite vous dire non, pas vraiment. De l'amour, ben nous, on va s'en occuper de leur en donner de l'amour. Donc, le contexte plus largement, on va répondre à ces questions-là. Que sont les données? Comment sont-elles prêtes? Ont-elles consenti à être consommées? On va voir que les principes FAIR apportent beaucoup de réponses à cet égard-là. Mais je vous mets cette image-là qui, encore une fois, je répète, on a mis beaucoup d'argent collectivement et d'amour dans la technologie, dans l'IA. Et là, je fais mon analogie de la chaîne que ça prend pour faire rouler une Tesla. C'est beau avoir une Tesla, un beau bolide, c'est sexy, etc. Mais derrière, si on n'a pas les infrastructures pour produire l'électricité, pour la stocker, pour la distribuer, on a beau avoir une Tesla, ça ne va pas aller très loin. Et c'est un peu la même chose avec l'IA et les données. L'IA est une technologie qui se nourrit de données. Donc, il faut s'assurer qu'on donne assez d'amour à tout ce qui vient avant la consommation. Et pour l'instant, ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup, surtout des peanuts qui ont été donnés, là, pour parler en bon québécois, très peu d'argent investi dans ce qui est l'infrastructure numérique, qui s'intéresse aux données elles-mêmes. Et là, on va voir qu'on est aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner de l'amour
aux données et tout simplement en mettant en œuvre les principes FAIR, qui est l'objectif de notre présentation aujourd'hui. Donc, les principes FAIR, peut-être que vous êtes familiers de plus en plus. Je sais qu'en 2019, un sondage a circulé et là, on voit les taux de réponse en fonction de différentes disciplines. La grosseur du cercle réfère au nombre de répondants par discipline. Le gris, c'était des gens qui n'avaient jamais entendu parler des principes FAIR. Donc, la majorité des gens, peu importe les disciplines, les gens qui étaient familiers avec les principes FAIR, ce sont les bandes vertes. Et vous voyez, une minorité. Je pense que tout ça a changé. Il y a des politiques au Canada qui ont été mises de l'avant, qui ont été adoptées, qui mentionnent spécifiquement les principes FAIR et les gens sont de plus en plus familiers avec les principes, mais comment les mettre en application, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. L'article fondateur qui a cristallisé des travaux qui ont eu lieu sur presque une décennie avant, le voici, un article qui a été publié dans Scientific Data, cité à ce jour plus de 9000 fois. Donc, ça, c'est quand même beaucoup de citations. Et là, étaient énoncés les principes FAIR qu'on va revoir aujourd'hui. Au Canada, en Europe, je dirais que ça a levé un petit peu plus rapidement qu'au Canada. Au Canada, on a vu ces mots-là apparaître, principes FAIR, pour la première fois dans le document de la scientifique en chef du Canada, Mona Nemer, en février 2020, où là, c'était écrit noir sur blanc que les ministères et organismes fédéraux devraient élaborer les stratégies et des stratégies et des outils pour mettre en œuvre les principes de données FAIR afin de s'assurer l'interopérabilité des données scientifiques et de recherche. Et c'est intéressant parce qu'on s'intéresse, et en fait, on s'adresse aux ministères et aux organismes gouvernementaux qui ne sont pas nécessairement détenteurs de données de recherche. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les principes FAIR sont relativement universels, dans le sens que oui, pour la recherche, mais peu importe les données que vous avez en votre possession, que ce soit des fins de recherche ou autres finalités, ils devraient aussi être mis en application. Du côté des IRSC qui financent la recherche en santé au Canada, dans leur plan stratégique 2021-2031, il y a aussi une référence explicite au principe FAIR où on dit, ce faisant, ils verront est-ce que la recherche financée soit conforme au principe FAIR. Bon, c'est plutôt, on parle souvent de la gestion des données qui devrait être le principe FAIR. Ici, ils sont allés plus large en disant que la recherche financée, en général, devrait être conforme au principe FAIR. Et finalement, la politique des trois organismes qui financent la recherche au Canada, donc les IRSC, le CRSH et le CRSNG, ont, après plusieurs mois, accouché d'une politique de gestion des données de recherche qui fait aussi référence au principe FAIR. Donc, l'objectif, je le lis ici, les organismes subventionnaires sont d'avis que les données recueillies par la recherche au moyen de fonds publics doivent être gérées de manière responsable et sûre. Elles doivent aussi, lorsque les obligations éthiques, juridiques et commerciales le permettent, être disponibles pour être réutilisées à d'autres fins. À cette fin, les organismes subventionnaires appuient les principes directeurs FAIR pour la gestion et la gérance des données de recherche. Et en fait, les titulaires de subventions, c'est important de le rappeler, ne sont pas tenus de partager leurs données, mais on s'attend quand même à ce qu'ils le fassent et on va voir ce que ça implique un petit peu plus tard. Alors, terminons ce préambule-là pour positionner ce que sont les principes FAIR, d'où ça vient. Donc maintenant, ça devient des obligations dans les politiques. On devra déposer des plans de gestion de données avec nos demandes de subvention pour montrer qu'on est capable, qu'on a compris ce que sont les principes FAIR, quel est l'esprit de ça et comment on le met en application. Et je mets ici une phrase extrêmement importante qui est tirée de l'article que j'ai cité un petit peu plus tôt, qui était l'article fondateur des principes FAIR, et je le lis. Contrairement à d'autres initiatives qui se concentrent sur le chercheur ou la chercheuse humain ou humaine, les principes FAIR mettent un accent particulier sur l'amélioration de la capacité des machines à trouver et à utiliser automatiquement les données, en plus de soutenir leur utilisation par des individus. Donc, c'est important de comprendre que justement, le travail qu'on va faire, le travail d'amour qu'on va donner aujourd'hui aux données, ça va être, bon, que ce soit plus facile pour les humains d'interpréter ce que sont les données et les jeux de données, mais aussi pour que les machines puissent comprendre de façon autonome ce à quoi elles ont affaire. Et on va voir des cas très concrets de comment on fait pour que la machine réussisse à comprendre les données qu'elle peut trouver en se promenant sur le web, entre autres. Voici les 4 principes FAIR, c'est en anglais, donc findable pour facilement trouvable ou repérable, qu'on va entendre parfois en français, accessible, on va voir ce que ça veut dire, interopérable aussi, et ultimement réutilisable.
Ça, je dirais que si vous êtes un évangéliste FAIR, comme parfois je m'attribue le titre, ça, c'est votre petit catéchisme. Donc là, vous avez vraiment les principes de haut niveau qui sont déclinés en versets, F1, F2, F3, A1, A1.1, etc. Et j'attire votre attention sur les couleurs qui sont utilisées ici. Donc, vous voyez le yin et le yang ici. Les principes FAIR, c'est un mélange de technologies. En fait, vous regardez, il y a beaucoup de bleu, il y a beaucoup de composantes technologiques dans tout ça. Et c'est aussi des connaissances qui sont reliées à un domaine ou une discipline en particulier. Donc, c'est vraiment le mélange de technologies et de connaissances disciplinaires qui font en sorte qu'on est capable de mettre en œuvre les principes FAIR. Et là, on va y aller un par un dans les principes. On va commencer par le premier, facilement trouvable, le F, et je vous lis ce que ça veut dire. Une traduction là, que j'ai tirée de ce site web-là qui est extrêmement bien fait, qui a fait une très bonne traduction des principes FAIR. Être découvrable signifie avoir un identifiant persistant unique. Et là, si vous étiez peut-être à la présentation précédente de, je pense que c'est Émilie qui donnait ça dans le cadre de la semaine des données à cœur, où elle parlait des PIDs, donc des Persistent ID ou des identifiants pérennes. On va le voir dans quelques diapos. Être découvrable signifie avoir un identifiant pérenne, être décrit par de riches métadonnées qui respectent des normes reconnues et assurer une présence dans les portails de découverte de données, autant locaux que nationaux. Donc, on va voir comment on fait pour mettre ça en œuvre, parce que là, on lit ça, mais comment moi, comme chercheur ou chercheuse, je suis capable de mettre ça en application. Et là, je vais faire une analogie. On va commencer par le bout métadonnées et portail de découverte et on reviendra à l'aspect identifiant permanent un petit peu plus tard. Facilement trouvable. Donc, vous, en tant que chercheur de données ou d'amour ou autre, je ne sais pas, vous avez à votre disposition des outils qui vous permettent de faire des recherches. Donc, si vous cherchez l'amour, peut-être que vous allez aller sur une application de rencontre et vous allez entrer certains critères pour trouver l'amour ou autre. Et même chose pour les données, il y a des outils qui vous permettent de trouver des jeux de données, donc entre autres Google Dataset Search, qui vous permet de faire ces choses-là. Donc, si vous rentrez certains critères, par exemple, vous dites qui vous êtes et ce que vous recherchez chez un partenaire, ben, ça se peut qu'il y ait un match. Okay? Donc, ça, c'est l'outil technologique pour trouver l'amour ou autre. Pour les données, c'est un peu la même chose. J'ai des outils qui me permettent, avec certains critères, de trouver des jeux de données. Donc là, je me suis amusé avec Google Dataset Search en cherchant dans le domaine des sciences humaines avec le mot-clé « love » pour amour, et je suis tombé sur plein de choses, incluant des gens qui ont mis en ligne, en fait, un jeu de données de tous les scripts de Seinfeld et qui sont analysés avec probablement de l'analyse de langage. Donc, vous voyez, je sais qui a produit ça. Donc, un jeu de données pour les gens qui aiment la science des données et Seinfeld. Donc, c'est quand même assez intéressant. Anecdotique dans le cas qui nous occupe, mais vous voyez, outil très puissant. Donc, comment Google a fait pour faire ça, pour accomplir ça, et comment Tinder ou autre a fait pour vous mettre en relation avec d'autres personnes? Bien, c'est parce que quelque part, vous avez documenté qui vous êtes, ce que vous recherchez. Donc, vous avez mis un peu des métadonnées sur ce que vous êtes. Donc, vous voyez, là, vous vous identifiez comme étant une de ces catégories-là. Mais du côté des données, c'est la même chose. Pour que nos données soient découvrables, il faut les décrire, il faut leur donner des attributs qui vont permettre à d'autres de pouvoir les repérer. Donc, facilement trouvable, ça revient au final à documenter des données avec ce qu'on appelle des métadonnées. Donc, les métadonnées, ce sont des données sur les données. Donc là, j'ai mis ici, en fait, ce qui est requis de vous si vous décidez d'utiliser le schéma de données DataSite pour décrire votre jeu de données. Donc, vous avez des champs obligatoires, il n'y en a pas tellement, il y en a 5 ici, des champs recommandés, des champs optionnels. Et quand vous documentez ça, vous rendez la vie plus facile aux engins ou moteurs de recherche qui vont venir moissonner cette information-là et peupler leurs index, ce qui va faire en sorte qu'ensuite, ce sera plus facile de les redécouvrir. Donc, DataSite est un des schémas de métadonnées
utilisable. Le voici. Donc, il y a une organisation internationale qui s'occupe de décrire ce qui devrait être contenu dans un schéma de métadonnées. J'aimerais souligner que c'est très, très dépendant des disciplines. Donc, certaines disciplines vont avoir certains schémas de métadonnées qui leur sont propres et c'est tout à fait correct. Google, quand Google recherche des jeux de données sur Internet, va se fier plutôt sur un schéma de métadonnées qui est tiré de schema.org. Schema.org qui est un consortium de Google, Microsoft, Yahoo et d'autres qui ont développé un vocabulaire qui permet de mettre des balises HTML autour de certains objets numériques pour dire ce que c'est. Donc, c'est relativement simple. Vous voyez, il y a des objets qui sont de type dataset. Donc, si vous avez un jeu de données, vous pouvez utiliser la balise dataset pour décrire ce jeu de données-là. Si vous avez un catalogue de données, vous pourriez aussi utiliser cet ensemble de balises HTML-là pour décrire votre catalogue. Donc, si vous regardez votre travail que vous auriez à faire, si vous mettez en ligne un jeu de données, c'est de venir mettre ces balises HTML-là dans le code de votre page web. Et là, quand Google vient moissonner les informations sur cette page-là, découvrirait que voici, c'est un jeu de données de type dataset de schema.org et voici où est l'actif informationnel, voici des mots-clés qui le décrivent, voici la licence d'utilisation, etc. Bon, évidemment, je pense qu'il n'y a personne ici qui a le goût d'écrire ça pour pouvoir décrire ces jeux de données. Effectivement, on va laisser cette partie-là aux informaticiens, mais en tant que chercheur, chercheuse, on n'a pas nécessairement envie de faire ça. Donc, il y a des outils qui nous permettent de le faire. Si vous déposez un jeu de données sur Zenodo, par exemple, Zenodo va capturer de l'information sensiblement identique à ce qui est requis par le schéma.org, l'objet dataset schéma.org. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus convivial de remplir ça. La machine derrière s'occupe de générer le code qui va être consommé, moissonné par les Google de ce monde. Et en ayant décrit votre jeu de données-là, vous aurez contribué à donner de l'amour à votre jeu de données en le rendant plus découvrable. Si vous utilisez CICAM, c'est le même principe. Vous avez une interface qui vous permet de façon conviviale de venir donner de l'amour à vos données. Donc, globalement, comment ça fonctionne derrière? C'est justement que ces métadonnées-là sont moissonnées par Google, sont mises en index et ça devient ensuite cherchable par une interface comme Google Dataset Search. Si vous êtes vraiment intéressé par la chose, vous pourriez aussi, il y a des outils qui sont mis à la disposition de tous par Google pour que vous puissiez venir tester vos balises HTML et s'assurer qu'elles répondent aux spécifications schema.org. Donc, je le dis à titre indicatif ici, si ça vous intéresse, vous pourriez valider que les balises que vous avez exposées aux engins qui moissonnent vos données sont conformes à ce qui est attendu du schema.org. Alors voilà, ça c'était la première partie du F. C'est quand même une lettre qui est quand même plus intense que les autres à certains égards. On a parlé de métadonnées qui respectent des normes reconnues. Donc la norme reconnue ici, ça serait schema.org ou datasite. On a parlé de portail de découverte de données, donc Google Dataset Search est un de ces engins-là. Et il nous restait à parler d'identifiants persistants uniques ou d'identifiants pérennes, ou en anglais, on va dire des PIDs, donc des Persistent IDs. Donc, les identifiants uniques sont super parce qu'ils vous permettent de lever toute ambiguïté sur le sens que vous attribuez aux données ou à n'importe quelle entité, ça peut être des humains, ça peut être des organisations. Le fait d'avoir un identifiant unique pour les machines et même pour les humains, ça a une très grande valeur. Et ça permet en fait de dire exactement ce que vous voulez dire. On va le voir tout à l'heure. Donc, il y a des communautés qui s'intéressent aux PIDs. Il y en a plein. Vous voyez, là, il y a un événement qui s'appelait le PIDapalooza qui a eu lieu à Lisbonne en 2020, juste avant la pandémie. Il y a eu un événement virtuel aussi, un PIDapalooza en 2021. Mais je pense que ça s'est terminé en 2023. Je n'ai pas retrouvé de ce festival-là par la suite. Donc, les identifiants pérennes, si vous étiez dans la présentation plus tôt à 11 heures, je crois que Émilie vous en a parlé plus à fond.
Et je ne vais pas m'étendre sur le sujet ici, mais l'idée, c'est qu'en venant attribuer des DOI ou des identifiants pérennes à vos données, vous contribuez à leur donner de l'amour. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit cœur ici. Quand vous mettez un ORCID ici, un ORCID à côté du nom du chercheur ou de la chercheuse, bien, vous contribuez à enrichir les métadonnées de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur qui est le Philippe Després qui a contribué à cette recherche-là, par exemple. Donc, des PID, vous pouvez en donner à n'importe quel objet digital, numérique, je devrais dire en français. Vous pouvez en donner aux organisations. Donc, les organisations aussi ont des identifiants uniques dans différents registres. Donc, vous voyez celui de l'Université Laval, celui-là. On voit les institutions sœurs. Donc là, c'est sûr qu'il y a de la curation à faire de ce côté-là. Moi, je m'attends à ce que les bibliothèques fassent cette curation-là de haut niveau. Donc, les gens qui sont en autorité de décrire exactement ce que sont leurs identités des institutions d'attache et les institutions sœurs devraient mettre à jour ces informations-là pour que tout s'enchaîne par la suite. Si vous voulez référer à des individus de façon unique dans le monde de la recherche, il y a le ORCID ou ORCID qui peut être extrêmement pratique. Si vous écrivez du code et que vous avez certains bouts de code qui viennent transformer des données, vous pouvez citer une version particulière d'un code qui serait sous revision sur GitHub. GitHub vous permet d'émettre un DOI. Donc là, il n'y a plus aucune ambiguïté sur quel bout de code et quelle version du code a permis de passer de, je ne sais trop, un jeu de données à un résultat. Donc, vous voyez, en mettant des PIDs partout comme ça, contribuer à l'excellence en recherche, parce que là, vous faites une science qui est reproductible, et ça vous libère l'esprit aussi, parce qu'il n'y a plus d'ambiguïté sur « Ah oui, quel script j'avais utilisé pour transformer ça? » Non, maintenant, tout est empaqueté et traçable d'un bout à l'autre. Alors, ça termine le F, et là, je m'aventure du côté du A, qui veut dire accessible. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus court, mon laïus sur le A. Être accessible signifie que les données peuvent être facilement obtenues autant par des humains que par des machines, selon des protocoles définis et idéalement standardisés. Je ne vais pas parler des façons de rendre les données plus accessibles, je vais plutôt parler des façons de les rendre moins accessibles. Et c'est assez simple. Donc, si vous utilisez des protocoles propriétaires, par exemple, vous avez une base de données avec Lotus, Lotus Notes, je sais que dans le réseau de la santé, Lotus Notes a longtemps sévi. C'était un produit qui était utilisé par 60 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 59 millions d'insatisfaits. Et les gens étaient prêts avec ça. Mais vous aviez besoin des outils ou propriétaires de Lotus pour pouvoir interagir avec la chose, donc ce n'était pas terrible. La suite Office aussi, avant que l'Europe se fasse, je peux dire là, ça suffit, là, on veut pouvoir ouvrir des documents Word avec autre chose que Word. Donc là, l'extension .docx, .xlsx, là, où ils ont ouvert le format pour que OpenOffice puisse ouvrir des fichiers Word. Ben ça, c'était aussi des protocoles propriétaires où ce n'était pas souhaitable. Par exemple, stocker des fichiers, dans des fichiers .xls où on a besoin d'un outil payant pour pouvoir accéder aux données, ben c'est une contre-indication pour être fair. Quand vous avez des architectures de données mal documentées, c'est aussi un frein à l'accessibilité. Donc, si vous mettez à la disposition de certaines personnes des jeux de données, mais que vous ne donnez pas le schéma de métadonnées ou le schéma de données qui vient avec, bien, vous êtes aussi un frein à l'accessibilité. Et souvent, les contrats commerciaux sont des freins, de façon générale, à l'accessibilité parce qu'on a besoin soit du partenaire pour pouvoir extraire des données ou avoir accès au schéma de données derrière pour pouvoir les exploiter convenablement. Donc, le A, je vais juste terminer en disant qu'il y a un truc qui est mal compris aussi, mais qui est fondamental avec FAIR, c'est que le A ne veut pas dire que les données sont ouvertes ou gratuites, loin de là. Il y a des données extrêmement sensibles, des données de patients, par exemple, qui peuvent être FAIR sans qu'on mette en jeu la vie privée de qui que ce soit. L'idée ici, c'est qu'il faut renseigner sur les conditions d'accès aux données. Et je donne un exemple très simple. Si j'ai un jeu de données qui concerne des patients, mais je ne vais pas mettre les données accessibles, mais les métadonnées associées qui décrivent quelle est cette cohorte, quelles sont les données qui ont été recueillies sur ces patients-là sans mettre les données, bien là, je suis fair. Si je mets, en fait, les indications sur qui contacter pour pouvoir peut-être accéder aux données dans le cadre d'une collaboration académique, par exemple. Donc, vous voyez, les moyens d'être tout à fait fair
même si les données qu'on manipule sont extrêmement sensibles, entre guillemets, ou qui relèvent du renseignement personnel. Je m'arrête là pour le A, vous voyez, beaucoup plus court que le F. On tombe sur le I pour interopérable. Et encore une fois, là, c'est peut-être un petit peu plus intense que le A. On va se rapprocher en niveau d'intensité du F. L'interopérabilité rend possible l'intégration de différents jeux de données, notamment par l'utilisation d'un vocabulaire contrôlé, ou on va dire terminologie ou ontologie aussi, dans les prochaines diapos. Et là, on va revenir sur le thème de la Saint-Valentin. Et j'ai fait un petit exemple qui est tiré d'un scénario où Roméo est en sa possession un jeu de données où il a recueilli sur 10 000 participants, des hommes âgés entre 50 et 70 ans, différentes variables, dont le poids de ces personnes-là. Et de l'autre côté, Juliette a une étude semblable aussi, avec les mêmes critères d'inclusion, des hommes entre 50 et 70 ans, même population, et a aussi recueilli le poids des participants. Et là, ils se sont dit, bon, on va mettre nos données ensemble, comme ça, on va augmenter la puissance statistique de notre étude et on aura une meilleure idée du poids des hommes de 50 à 70 ans. Parfait. Donc, Roméo et Juliette se lancent dans l'analyse de leurs données, chacun de leur côté, se rendent compte que le poids moyen du côté de chez Roméo, 70 kg. Bon. Et côté de chez Juliette, même population, poids moyen, 80 kg. Donc là, il se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me semble que ça devrait concorder, ces valeurs-là, c'est la même population. Il n'y a pas de raison pour que ces deux variables-là soient différentes. Donc, ils se creusent les méninges et ils découvrent au final que le sens, donc la sémantique attachée à la variable poids du côté de chez Roméo et du côté de chez Juliette n'a pas le même sens. Donc, ils n'ont pas le même attribut sémantique des deux côtés. En fait, Roméo, dans son questionnaire, a demandé aux participants de rapporter leur poids. Donc, on va dire que c'est un poids auto-rapporté. Et du côté de chez Juliette, c'était en fait une mesure en clinique où on a pesé les personnes sur des balances calibrées et on a obtenu des données différentes, des données de nature différente. D'un côté, le poids auto-rapporté et de l'autre côté, le poids qui est mesuré dans une clinique. Donc, ils sont deux concepts distincts, ce qui fait en sorte que au final, ben, les résultats, effectivement, divergent. Et en fait, tout ça, je veux vous amener à comprendre que ces concepts-là existent dans des choses qu'on appelle des vocabulaires contrôlés, des ontologies. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, si je vais sur la terminologie SNOMED-CT, qui est une terminologie qui est très, très utilisée dans le domaine de la santé, je vois que le poids auto-rapporté est un concept. Le concept, vous voyez ici, 784 399 000, et le poids mesuré ici est un autre concept distinct. Donc, ce qu'auraient dû faire Roméo et Juliette dans leur jeu de données, ils peuvent très bien mettre le libellé poids dans le haut de leur colonne Excel s'ils veulent. Mais s'ils veulent être plus précis et s'ils veulent donner de l'amour à leurs données, ils vont aussi attacher un sens sémantique plus fort et rattacher ça à un concept qui est relativement largement reconnu. Donc, ils vont utiliser une ontologie, une terminologie qui est utilisée dans leur domaine, par exemple SNOMED-CT, pour référer ici à des concepts distincts. Donc là, ça aurait été facile de voir, ah ben non, mais vous voyez, le poids ici, moi, c'est ce concept-là, et là, c'est un autre concept complètement. On ne peut pas simplement regarder ces données-là sous le même angle, il faut les distinguer parce qu'elles ne réfèrent pas au même concept. Donc voilà, j'espère que ça explique un peu mieux ce que j'entends par venir documenter les données et leur attacher un sens sémantique fort. Je donne un petit exemple aussi tiré de la vie réelle, de ce qui s'est passé dans le réseau de la santé au début de la COVID, quand tous les hôpitaux ont commencé à faire des tests COVID. Et chaque hôpital, en fait, n'ayant pas d'autres ressources que d'inventer un nouveau code dans leur système de laboratoire pour décrire les tests de COVID. Donc, vous voyez, là, ça, c'est un fichier Excel qui faisait 400 lignes qui a circulé dans le réseau pour que tous puissent venir mettre les codes qu'ils utilisaient dans leur système de laboratoire pour
pouvoir décrire ce qu'était un code COVID. Donc, il n'y avait pas de langage commun ici. Tout le monde a inventé un petit peu des codes comme ça. Bien qu'au Canada, il y a quand même une autorité supérieure qui s'appelle Inforoute Santé du Canada qui met de l'avant, qui est la gardienne de certaines normes d'échange d'informations en santé ou d'attribution de sens sémantique aux données en santé. Donc, Inforoute Santé du Canada, par exemple, met de l'avant la norme DICOM en imagerie, met la norme HL7, FHIR, d'autres normes aussi pour l'échange de données. Il y en a un paquet, dont la norme PICLOG-D ici, c'est la version canadienne de Lowing, qui est une terminologie qui décrit les tests de laboratoire. Et en fait, Lowing, dès le début de la COVID, au fur et à mesure que les tests des manufacturiers, des fournisseurs sortaient, s'empressait d'attribuer un numéro unique pour que tous puissent parler le même langage quand ils faisaient, par exemple, un test COVID avec gamma-interféron stimulated. Donc, cette technique-là de détection du virus a son petit numéro unique. D'autres techniques ont leur petit numéro unique aussi. Donc là, il n'y a plus d'ambiguïté. Si tout le monde utilise ce code-là, Lowing, bien, tout le monde, incluant les machines, arrive à se parler. Bon, au Québec, vous voyez ici, là, ça c'est plutôt, vous voyez chaque manufacturier ici, là, le test de chez Abbott, tel truc, le code Lowing associé. Donc, ces vocabulaires-là contrôlés existent. Au Québec, bon, il y a des codes ministère de la Santé. Donc, on fait un peu bande à part. Il y a peut-être une table de correspondance quelque part qui nous vient faire la correspondance entre le code M3S et le code Lowing. Mais si on veut être universel, puis si on veut que nos données puissent parler à d'autres données, il faudrait utiliser le code qui est mis de l'avant par la gardienne des standards au Canada. Donc, c'est un exemple qui met en lumière que si on donne de l'amour aux données dès le début, dès leur génération, bien, au bout de la ligne, on aura moins de problèmes. Et en fait, le fait que justement, chaque établissement au Québec en santé ait réinventé plein de codes COVID, ça a causé beaucoup de problèmes. Parce que éventuellement, on a voulu que les Québécois, les Québécoises aient accès à leur test COVID rapidement. Donc, c'est le nerf de la guerre, le temps qu'on est infecté et de le savoir rapidement. Donc, le carnet Santé Québec, que vous connaissez peut-être, permet d'aller consulter nos résultats de laboratoire. Donc, une fois qu'on s'est inscrit, on est capable de voir nos résultats de laboratoire. Sauf que il était programmé dans le carnet Santé Québec un délai d'1 mois entre la réception du résultat et la visibilité pour le citoyen ou la citoyenne. Là, vous comprenez qu'avoir un résultat de COVID 1 mois après, ce n'est pas super intéressant. Donc là, on a voulu mettre la main à la pâte et dire, OK, pour les résultats de COVID, il faut le donner immédiatement. Okay? Mais là, tous les codes qui rentraient dans le DSQ avec ces petits numéros-là qu'on avait inventés un petit peu dans tous les établissements, donc 400 codes différents, là, il a fallu distinguer. C'est pour ça qu'une feuille Excel a circulé dans l'établissement pour nous dire est-ce que ça, c'est vraiment un code COVID ou pas? Et là, on a pu mettre en place le fait qu'on puisse voir nos résultats de labo au DSQ, au CSQ ici, mais ça a pris, vous voyez, ça a été en février 2021, donc près d'1 an après le début de la pandémie, parce qu'il y a eu toute cette affaire-là à gérer. Alors que si on avait, dès le départ, pris soin d'utiliser un vocabulaire contrôlé, donner de l'amour aux données, bien là, on aurait été beaucoup plus agile en amont, en aval plutôt, pour faire des choses intéressantes. Donc, c'est pour ça que je dis le vocabulaire contrôlé, les ontologies, c'est la clé pour assurer l'interopérabilité des données, pour que les machines puissent se comprendre sans qu'il y ait besoin qu'il y ait un humain qui intervienne. Donc, quand je donne une direction claire et un attribut clair sur ce qu'est la donnée à une machine, elle est capable elle-même de faire les inférences requises pour faire les matchs qu'elle a besoin de faire sans intervention humaine. Donc, vous voyez, les principes FAIR sont là pour aider les humains, mais aussi les machines à savoir ce à quoi elles ont affaire. Et je vais revenir avec ça, et ceux qui me connaissent savent que cette image d'une toast-là est mon introduction à ce qu'est une ontologie, qui est un bien grand mot qui peut vous donner des soucis aussi. Si vous tapez ça dans Google, peut-être que vous allez tomber sur la définition philosophique de l'ontologie, qui est l'être en tant qu'être, à ne pas confondre avec l'ousiologie. Bref, vous pourriez vous perdre assez facilement. Alors que d'un point de vue informatique, une ontologie, c'est quoi? C'est simplement des concepts qui sont reliés de façon
avec des liens entre eux, tout simplement. Donc, c'est juste ça. Donc, la toast pour un humain, c'est une toast. Et là, j'ai mis une version de la toast avec I love you parce que c'est la Saint-Valentin. Et j'ai perdu, il y a malheureusement François qui m'avait envoyé l'image d'un grille-pain avec des cœurs, mais que je n'ai pas pu retrouver. Donc, je trouve que cette toast-là fait bien le travail. Et quand je dis ça, qu'une toast, c'est un concept dans une ontologie, je ne dis pas c'est pas de la foutaise. Si vous allez voir dans le Food Ontology, vous allez voir que la toast, c'est un concept c'est du pain qui a la qualité d'être tranché entre 0,5 et 1,5 cm. Bon, ça, c'est toujours un bon relatif. Il y en a peut-être des gens qui tranchent leur toast plus épaisse que ça, mais vous voyez, globalement, on a une idée très claire sur ce que c'est. Et il y a un concept, vous voyez, Foodon 033 06 255 qui réfère à ce qu'est une toast. Et ce qui est bien avec les ontologies, c'est que la toast, elle apparaît ici, mais elle est reliée à un paquet d'autres concepts qui permet à la machine de faire des inférences extrêmement puissantes. Donc, si je dis à la machine, trouve-moi tous les sous-produits du grain qui sont issus de la fermentation, la machine, avec une ontologie, elle est capable de faire ça. On est capable de faire des choses extrêmement puissantes. Donc, de dire à la machine, de lui donner les concepts sans ambiguïté, la relation entre ces concepts-là, c'est aussi de donner de l'amour aux données. Et voici, là, c'est le Food Ontology, qui est une ontologie canadienne, en fait, qui est développée beaucoup au Canada, qui permet de faire des choses extrêmement intéressantes. Je vous invite à vous intéresser aux ontologies. Et on arrive au R, le R pour réutilisable, et c'est le but ultime de faire. L'idée, c'est que, si on se rappelle ce que les trois organismes fédéraux nous demandent, c'est que nos données soient ultimement réutilisables. On donne de l'argent aux chercheurs, aux chercheuses pour qu'ils, je ne sais quoi, pour qu'ils séquencent des poissons. Mais ces données-là ont de la valeur pour un groupe de recherche, mais peuvent avoir de la valeur pour d'autres groupes de recherche aussi. C'est ça le but de FAIR, c'est de faire en sorte que ces données-là soient découvrables et éventuellement réutilisables parce qu'elles sont accessibles et interopérables. Et le réutilisable, il y a deux significations principales. Donc, la première, c'est que pour qu'elle soit réutilisable, c'est comme une espèce de wrap-up qui dit documentez au maximum, soyez le plus généreux possible dans la documentation de vos données. Donc, c'est-à-dire, quand vous avez généré votre jeu de données, mettez des informations. Quel appareil est utilisé, le numéro de série de l'appareil qui est utilisé, où, quand, qui a manipulé. Mettez-en plus que le client en demande, honnêtement, c'est le message. Même si vous considérez que pas besoin de mettre ça, on n'a pas besoin de ça. Okay? Dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être que quelqu'un va tomber sur vos données. Il va être très heureux que vous ayez pensé à documenter tel ou tel aspect de votre jeu de données parce qu'on ne peut pas prévoir ce qui s'en vient dans le futur. Donc, ça peut être extrêmement intéressant, par exemple, dans 10 ans, de revenir sur un jeu de données et de dire regardez, c'est telle génération de machines-là. On savait qu'il y avait un bug, donc ces jeux de données-là, on peut d'emblée conclure que tel ou tel truc. Donc, c'est pour ça que documenter au max, ça devrait être un réflexe toujours. Donc, si on veut donner de l'amour aux données, il faut documenter au max. Donc, ça, c'est une des premières déclinaisons, je dirais, de réutilisable. Pour qu'elle soit réutilisable, il faut que l'humain ou la machine puisse vraiment savoir à quoi il ou elle a affaire quand il ou elle tombe sur un jeu de données. L'autre composante, et là, je n'ai pas traduit la diapo, je suis désolé, mais au début, vous vous rappelez, on a posé la question, est-ce que les données ont consenti à être consommées? Et la réponse, c'est qu'il y a des licences qui existent. Vous avez vu qu'on a fait une petite recherche sur Love dans l'engin Google Dataset Search. On a vu que le jeu de données sur les répliques de Seinfeld, il était avec une licence CC BY qui me permet de réutiliser avec attribution à l'auteur de son crédit scientifique. Mais le R, c'est aussi ça. Donc, c'est que la machine devrait aussi comprendre, quand elle tombe sur un jeu de données, ce qu'elle a le droit et ce qu'elle n'a pas le droit de faire avec ce jeu de données-là. Donc, s'il y a une licence CC BY, la machine devrait être capable de comprendre qu'elle a le droit de faire certaines choses et d'autres pas. Donc, le I, tout à l'heure, on était vraiment au niveau de l'interopérabilité technique. Quand on vient mettre le bon identifiant, le bon attribut sur notre variable poids, on dit clairement, c'est le même concept, cette variable-là. Mais le R ici, c'est plutôt
l'interopérabilité légale. Donc, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec ces données-là? Donc, vous voyez, il y a quand même deux déclinaisons du R. Donc, premier message, documentez vos données au maximum et vos jeux de données. Et quand je dis jeux de données, mais ça peut aller jusqu'aux variables. Ce que sont vos variables, là, de venir leur attribuer des sens sémantiques forts. Et l'autre aspect de R, c'est vraiment de faire en sorte que les humains et les machines puissent comprendre ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire avec les données. Il y a des outils au fil du temps qui se sont développés pour que vous puissiez tester jusqu'à quel point les données que vous exposez sont fair ou pas. Donc, vous voyez, ça, c'est le Fair Evaluation Services, où j'ai soumis un jeu de données qui est hébergé à Pulsar, à Québec, dans un conteneur qui est MICA, qui est le catalogue de données de la suite OBIBA, qui a été développé en partie à McGill par le groupe d'Isabelle Fortier, Maelstrom Research. Et là, quand on teste, on demande à la machine, va voir si ce jeu de données-là est fair. Bon, le jeu de données trouve des identifiants uniques, trouve des métadonnées structurées, donc ça va. Il y a des lumières vertes. D'autres fois, il y a des lumières rouges. Et là, ça vous indique sur quel aspect vous devriez travailler pour que vos données soient plus fair. Donc, je mentionne ça parce que c'est intéressant. Là, on a vraiment à notre disposition des façons de tester à quel point nos données sont fair. Et être fair, en fait, je dirais que c'est un objectif. On veut tendre vers ça. C'est difficile du jour au lendemain d'y arriver. C'est vraiment un idéal à atteindre. Alors, je termine ici avec quelques messages clés. Utilisez des vocabulaires contrôlés, des identifiants pérennes pour lever toute ambiguïté sur le sens que vous attribuez aux jeux de données, aux variables elles-mêmes qui sont contenues dans ces jeux de données-là. Documentez au maximum les données, les ensembles de données aussi pour favoriser ultimement leur utilisation, pour que les gens aient une très bonne idée de ce à quoi ils ont affaire. Et aussi, prenez un pas de recul. Interrogez-vous sur les meilleures pratiques dans votre domaine. Donc, chaque domaine a ses propres petites caractéristiques, ses propres schémas de métadonnées. Donc, prenez le temps de regarder l'environnement dans lequel vous évoluez, point de vue gestion de données de recherche, et essayez de rejoindre des communautés comme celle-ci, par exemple, pour vous tenir au courant des meilleures pratiques dans chacun de vos champs de recherche respectifs. Et je m'arrête là avec une petite diapo thématique sur la thématique du jour, en fait. Donc, merci. Merci beaucoup, Philippe. En tant que praticienne de la science ouverte, c'est de la musique à mes oreilles, tout ça. Et bien entendu, un message super important, c'est qu'on tend vers la vérification de nos données. On peut choisir une ou deux des stratégies et commencer par là. Et évidemment, ça va nous permettre d'augmenter la transparence et la collaboration absolument dans nos travaux de recherche. Alors, sans plus tarder, je vais commencer à lire les questions que vous avez posées. On en a plusieurs dans le chat, ainsi que dans la section questions-réponses. Une question, y a-t-il des logiciels existants pour savoir si les datas sont fair? Donc, peut-être ce que j'ai présenté effectivement à la Fair Evaluation Services, si vous tapez ça dans Google, vous allez probablement tomber sur l'outil qui est développé par le groupe de Wilkinson, là, qui a été l'auteur senior, je crois, sur la publication originale de FAIR. Parfait. Ensuite, est-ce que l'INSPQ adhère au principe FAIR? C'est une très bonne question à l'interne. Je ne sais pas comment ils gèrent leurs données. Il faut rappeler que l'INSPQ n'a pas un mandat de recherche, donc il reçoit ces mandats là, du ministère de la Santé, si je me rappelle bien. Est-ce qu'il y a une politique gouvernementale au Québec qui inclut les principes FAIR? Pas à ma connaissance. On a vu du côté fédéral que c'était le cas. Donc, on a mis ça sur la table, puis on a dit aux organismes et ministères, regardez, il y a quelque chose de bien là-dedans. Vous devriez vous inspirer de ça. Au Québec, je ne sais pas. Je sais pas. C'est une très bonne question. Une question dans la section questions-réponses. La réutilisation des données est intéressante pour leur valorisation, mais quels sont les risques de réutiliser des données dont les métadonnées ne sont pas de qualité ou dont les considérations de licence ne sont pas claires? Est-ce envisageable pour les données de santé? C'est une excellente question en deux volets. Donc, le premier volet que je répondrais, la qualité des données ou des métadonnées, les principes FAIR ne se prononcent pas, ne sont pas du tout impliqués dans tout ce qui touche à la qualité des données. Donc, vous pourriez avoir des données de très, très basse qualité et qu'elles soient 100% FAIR.
OK, donc ça, c'est vraiment dans la cour des gens qui publient, les auteurs. Donc, c'est le premier volet de la question. Deuxième volet, est-ce que des données de la santé, mais comme je dis, des données sensibles peuvent être fair. L'idée, c'est qu'il faut juste qu'une institution, par exemple, je prends l'Université Laval, expose un catalogue, dit, regardez, nous, on a des chercheurs, des chercheuses qui ont travaillé sur telle cohorte de patients. Donc, en décrivant ce qu'est cette cohorte-là. Et l'exemple là, que de Nutri-Québec tout à l'heure, c'est un bon exemple parce que là, on montre, si vous allez sur la page de Nutri-Québec sur Pulsar, vous allez voir qui sont les investigateurs du projet, combien de patients de participants de recrutés, quelle est la période de recrutement, et vous allez voir aussi toutes les questions qui sont posées. Et on n'a pas les données. Mais par contre, si vous êtes intéressé à réutiliser ces données-là, donc une étude de la nutrition sur les habitudes alimentaires des Québécois dans d'autres contextes, bien, vous pouvez contacter les investigateurs principaux de l'étude et vous entendre sur une collaboration et aller de l'avant. Donc, dans ce sens-là, les données sont fair. Mais il y a certains cas aussi où d'emblée, dès le consentement des participants, il y avait une clause qui disait « J'accepte que mes données soient rendues disponibles en libre accès ». Donc, ça, c'est aussi possible. Donc, il y a certains portails, surtout aux États-Unis, qui mettent à disposition, par exemple, des images médicales qui ont été recueillies sous ce consentement-là, où les gens acceptaient que leurs données médicales soient utilisées pour la recherche en accès libre. Parfait. Pascal nous demande comment choisir le lieu où on dépose les données. Excellente question. Excellente question. Dépôt disciplinaire, ça dépend de la nature de vos données. Je sais que du côté de la génomique, ils ont leur propre dépôt. Il y a des dépôts institutionnels qui existent aussi. Zenodo aussi. Il y a toujours des enjeux de limites de taille. Il faut voir les fonctionnalités qui sont offertes par les différents portails où vous pouvez déposer des données aussi. Donc, Zenodo permet d'émettre un DOI, donc ça peut être avantageux. Ça peut être avantageux pour une institution de répertorier tous les DOI qui sont émis en son nom. Donc, moi, je rêverais que l'Université Laval, on appuie sur un bouton et voici tous les jeux de données qui ont été produits par les chercheurs et chercheuses de l'Université Laval. Donc, d'avoir des dépôts institutionnels, c'est une bonne chose, mais les politiques se mettent en place graduellement par rapport à ça. Mais une fois que le DOI est émis, c'est relativement simple après ça de trouver, avec les ORCID, par exemple, de faire des croisements pour trouver tous les jeux de données, peu importe où ils se trouvent, qui ont été publiés par les chercheurs qui appartiennent, entre guillemets, à telle ou telle institution. Mais c'est une très bonne question. Les dépôts, il y a différentes offres de services présentement. OK, on continue. Avec le traitement, les données deviennent des connaissances. À partir d'un certain niveau de transformation, ces connaissances peuvent être assujetties aux règles de propriété intellectuelle. Dans quelle mesure les... pardon, excusez-moi, j'ai perdu ma ligne. Dans quelle mesure les principes de FAIR et de sciences ouvertes vont-ils aider au développement de licences ouvertes, de propriété intellectuelle et supporter l'innovation ouverte? Est-ce que l'on pourrait envisager que les instances gouvernementales en économie et innovation fassent la promotion de FAIR pour accélérer le processus d'innovation? C'est une excellente question, puis ça, c'est des débats philosophiques et effectivement, le modèle dans lequel on évolue, la valorisation, ça égale toujours ou souvent un brevet, une entreprise privée, etc. Mais je me reporte 20 ans dans le temps, même pas si longtemps que ça, où les gens disaient hein, du logiciel libre, c'est gratuit, pas d'argent à faire avec ça, voyons donc, c'est pas un bon modèle d'affaires. J'aimerais rappeler à tout le monde que Red Hat, qui donne son logiciel, a été vendu, a été acheté par IBM pour 31 milliards récemment. OK? Donc, des exemples comme ça, la valeur n'est pas nécessairement là où on pense. OK? Donc, c'est ça qu'il faut être prudent. Donc, moi, je crois fondamentalement qu'effectivement, FAIR est la base. Donc, dans la pyramide de la connaissance, vous avez les données qui sont transformées en information, transformées en connaissance et ultimement en sagesse. C'est le dessus de la pyramide. Je pense que FAIR s'occupe de la base de la pyramide, mais après, il y a d'autres mécanismes qui permettent de valoriser les découvertes qui sont faites pour le bénéfice de tous, qui ne passent pas toujours par l'entreprise privée. Mais ça, bon, on vit dans un système capitaliste, c'est pas toujours facile de trouver la voie vers ça.
Super. Ça complète les questions qui sont déjà dans le chat. Geneviève, Peut-être on pourrait rappeler. s'il y aurait un Oui. petit temps avec une question complémentaire, je ne sais pas si ça pourrait intéresser l'auditoire, mais quand tu considérais, Philippe, le FAIR et le Control Access? Souvent, en santé, on ne peut pas donner accès directement aux jeux de données et on a envie d'avoir des règles, on est des gestionnaires de biobanques, de plateformes. Donc, comment tu vois la conciliation entre les deux? Ça passe par une gouvernance informationnelle, qui est une notion relativement nouvelle. Si vous avez vu dans la communauté de pratique, là, le standard ISO, la norme ISO là, que j'ai mis la main, sur laquelle j'ai mis la main là, ce matin, là, la norme ISO sur la gouvernance informationnelle, c'est un terme qui n'existait pas vraiment il y a 5-10 ans. Donc là, il faut justement baliser les usages avec des principes de gouvernance. Et en santé, c'est ce qui est en train d'être constitué avec des pièces législatives comme le projet de loi 3, avec la loi 25, avec d'autres éléments légaux. Et on est en train de construire l'édifice qui va nous permettre de baliser les usages. Et il faut le faire parce que c'est toujours des tensions à réconcilier. Donc, on voudrait d'un côté maximiser la valorisation des données, mais de l'autre côté, on a quand même des enjeux de vie privée à considérer. C'est de trouver le juste milieu dans tout ça. Et c'est la gouvernance informationnelle qui va nous permettre d'atteindre ce juste milieu-là à la satisfaction de toutes les parties prenantes. Ou presque. Merci beaucoup. Geneviève, je crois qu'il y a une question qui vient de se glisser dans le clavardage. Je présume que la gouvernance informationnelle s'applique aux communautés autochtones. En fait, pour les communautés autochtones, c'est intéressant parce que les principes OCAP, Ownership Control, donc propriété contrôle, qui disent clairement que les données issues des communautés autochtones appartiennent aux communautés autochtones et il faut être extrêmement prudent. Donc, il faut réconcilier aussi certains trucs entre FAIR, OCAP. Et il y a beaucoup de travaux en ce sens-là, des choses extrêmement intéressantes, des discussions extrêmement intéressantes, parce que c'est quand même des enjeux auxquels on est confronté. Dans des jeux de données, les patients ou les participants ne sont pas nécessairement identifiés comme autochtones. Donc, il y a plusieurs enjeux que ça pose. Mais j'en ai pas parlé, mais les principes OCAP pourraient faire l'objet d'un séminaire en entier, d'un webinaire en entier. Oui. Le principe CARE aussi, effectivement, oui, que Marie mentionne. Marie, que je salue d'ailleurs. Geneviève, je pense qu'on ne voit pas d'autres questions. Voilà, tu peux peut-être présenter les prochains séminaires qui s'en viennent, les webinaires. Exact. Merci beaucoup, Geneviève. Merci, Philippe, pour la conférence et surtout pour rendre les principes FAIR très palpables. C'est-à-dire non seulement, moi, j'ai découvert des sous-principes de FAIR que j'ai trouvé vraiment très clairs, mais en plus, avec les outils que tu donnes ou des plateformes qui permettent de tester tes jeux de données, je trouve que ça devient tout de suite facile. On voit comment on peut échelonner une démarche vers le FAIR et donc plus de réutilisation responsable des données, pas seulement en recherche, mais plus largement. Donc, un grand merci d'avoir passé du temps pour ce webinaire du midi. Et voilà, en effet, Geneviève, on voulait rappeler que ce webinaire a été organisé par la communauté Accès aux données. Donc, c'est une communauté qui est vraiment ouverte, composée de nombreuses parties prenantes, pas seulement en santé ailleurs, pas seulement des experts des données, mais aussi des gestionnaires, des juristes. On est environ 8 co-animateurs et donc on est toujours ravis d'accueillir de nouveaux membres ou des personnes qui veulent plus s'investir. Et comme le disait Geneviève aussi, on organise une série de webinaires sur l'accès aux données. Alors, ça va aller avec le libre accès aux publications, les licences. On va essayer d'un peu démystifier les licences ouvertes et aussi avec l'équipe autour de Geneviève qui est du centre Douglas en santé mentale. Il y aura un webinaire dédié au partage de connaissances. Donc, accompagnez-nous tous, venez nous rejoindre dans la communauté, c'est très facile de s'y joindre. Donc, c'est matomos.accèsauxdonnées au pluriel.ca. Et donc, on est aussi sur les réseaux sociaux, LinkedIn, on a une page YouTube. C'est impossible que vous puissiez échapper à la communauté accès aux données. Donc, merci à toutes et à tous. Encore merci Philippe, Geneviève, François qui est aussi présent, qui a un travail considérable dans la communauté et toutes et tous qui nous ont écoutés. J'espère que vous en ressortez plein de connaissances et avec la volonté de donner encore plus d'amour à nos données. Donc, bonne journée et vraiment bonne suite de vos activités de recherche, de valorisation des données. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.